Le 22 novembre 1963, à Dallas, 3 coups de feu retentissent depuis le 6e étage du Texas School Book Depository. Le président John Fitzgerald Kennedy s'effondre dans sa limousine. L'enquête qui suit va braquer les projecteurs du monde entier sur un fusil italien, fabriqué avant la Seconde Guerre mondiale, vendu par correspondance pour 21 $ et que personne dans l'armée italienne ne voulait vraiment. Ce fusil, c'est le Carcano, modèle 38. Et son histoire commence bien avant Dallas, dans les arsenaux d'une Italie qui cherchait désespérément à devenir une puissance militaire moderne. Nous sommes en 1891. Le Royaume d'Italie vient de se doter d'une armée unifiée depuis moins de 30 ans, et ses soldats portent encore des fusils à un coup, hérités d'une époque révolue. Les grandes puissances européennes ont déjà adopté des répétiteurs à magasin. L'Allemagne avec son Mauser, la France avec son Lebel, la Grande-Bretagne avec son Lee Metford. L'Italie accuse un retard embarrassant. C'est dans ce contexte qu'un ingénieur relativement discret, Salvatore Carcano, travaillant à l'arsenal royal de Turin, reçoit la mission de concevoir un fusil moderne pour l'armée italienne. Le résultat de son travail va porter son nom pour l'éternité, mais pas pour les raisons qu'il aurait espérées. Le fusil que Carcano présente en 1891 est officiellement désigné Fucile Modello 91, soit le modèle 91. Sa conception emprunte ouvertement à 2 sources étrangères, le système de fermeture à verrou rotatif du Mauser allemand et surtout le système d'alimentation par chargeur en bloc de Mannlicher, l'ingénieur autrichien qui avait révolutionné le chargement des répétiteurs. Ce chargeur en bloc, appelé clip ou paquet, contient 6 cartouches et s'insère d'un bloc dans le magasin du fusil. Quand le dernier coup est tiré, le clip tombe automatiquement par le bas du magasin. C'est simple, rapide et plutôt efficace pour l'époque. Le calibre retenu est le 6,5 mm, couplé à une douille de 52 mm, ce qui donne la cartouche 6,5 x 52, spécialement développée pour ce fusil. Ce choix de calibre est en lui-même une décision intéressante. En 1891, la plupart des armées utilisent encore des calibres bien plus importants, autour de 8 à 11 mm. L'Italie fait le pari d'une balle plus petite, plus légère, mais lancée à plus grande vitesse. La théorie est séduisante. Une balle rapide a une trajectoire plus tendue, ce qui facilite le tir à longue distance. En pratique, les résultats seront mitigés, mais en théorie, l'Italie devance son temps. Ce qui est moins avant-gardiste, en revanche, c'est la longueur totale du fusil, près de 130 cm de long pour un poids de plus de 4 kg. Un engin massif, difficile à manœuvrer dans les terrains accidentés du nord de l'Italie ou dans les colonies africaines où l'armée italienne commence à s'engager. Car l'Italie de la fin du XIXe siècle est une puissance coloniale en construction. En 1895, les troupes italiennes envahissent l'Éthiopie, convaincues d'une victoire facile. Elles emportent avec elles le tout nouveau modèle 91. Mais à la bataille d'Adoua, en 1896, l'armée éthiopienne inflige à l'Italie l'une des défaites les plus humiliantes jamais subies par une puissance européenne face à une nation africaine. Plus de 6000 soldats italiens sont tués en une seule journée. Le modèle 91 tire ses premières cartouches au combat dans un désastre absolu, même si la responsabilité de cette défaite repose davantage sur les erreurs tactiques des généraux italiens que sur les qualités du fusil lui-même. Les décennies suivantes voient apparaître plusieurs variantes du modèle de base. Des versions carbines sont développées pour la cavalerie et les troupes spéciales, avec des canons raccourcis. Mais ces carabines posent un problème immédiat. Le canon trop court génère une détonation excessive et réduit considérablement la vitesse initiale de la balle, diminuant ainsi la portée effective et la puissance d'impact. L'armée italienne se retrouve coincée entre 2 extrêmes, un fusil d'infanterie trop long et encombrant et des carabines trop courtes pour être vraiment efficaces. Cette contradiction va hanter les concepteurs italiens pendant les 30 années suivantes, jusqu'à la création d'un fusil entièrement nouveau. La Première Guerre mondiale va mettre à rude épreuve le modèle 91 et révéler ses limites de façon brutale. Sur le front de l'Isonzo, où les Italiens affrontent les Austro-Hongrois dans 11 batailles successives d'une violence inouïe, les soldats italiens découvrent que leur fusil, pensé pour des tirs précis à longue distance sur terrain dégagé, est parfaitement inadapté au combat de tranchées. Dans les boyaux boueux,
à quelques dizaines de mètres de l'ennemi, la longueur du modèle 91 devient un handicap mortel. Et il y a pire. La rayure progressive du canon, conçue pour stabiliser la balle sur de longues distances, produit des résultats imprévisibles avec les munitions de production de guerre, fabriquées à la hâte dans des usines surchargées. La précision s'en ressent, et les soldats perdent confiance en leurs armes. L'Italie sort de la Grande Guerre avec une victoire en demi-teinte et la certitude qu'il lui faut un nouveau fusil. Avez-vous aimé cette première partie ? La deuxième partie couvrira la conception du modèle 38, la tentative de l'Italie de Mussolini de moderniser son armement, le nouveau calibre 7,35 et la catastrophe logistique qui va forcer l'armée à faire marche arrière au pire moment possible, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 20 et 30, l'Italie fasciste de Benito Mussolini affiche des ambitions militaires démesurées. Il Duce rêve de reconstituer l'Empire romain, de dominer la Méditerranée, de faire de l'Italie une puissance capable de rivaliser avec la France et la Grande-Bretagne. Pour cela, il lui faut une armée moderne. Et une armée moderne exige un armement moderne. Les ingénieurs des arsenaux italiens reçoivent une mission claire: concevoir un nouveau fusil qui corrige tous les défauts du vieux modèle 91, trop long, trop lourd, chambré dans un calibre jugé insuffisant pour les conflits à venir. La réflexion qui s'engage dans les arsenaux italiens dans les années 30 part d'un constat simple. Les grandes puissances ont toutes convergé vers des fusils de longueur intermédiaire, ni trop longs, comme les vieux modèles du 19e siècle, ni trop courts, comme les carabines de cavalerie. L'Allemagne a son carabineur 98 Kurz, la Grande-Bretagne a rationalisé sa production autour du Lee Enfield numéro 4. L'Italie veut sa propre solution. Et cette solution, ce sera le modèle 38, officiellement adopté en 1938, à moins d'un an du déclenchement du conflit mondial qui va tout bouleverser. Le modèle 38 représente une rupture nette avec ses prédécesseurs sur plusieurs points essentiels. Le canon est raccourci à environ 50 cm, ce qui donne une longueur totale bien plus maniable que le vieux modèle 91. Mais la véritable nouveauté, celle qui devait transformer ce fusil en arme de nouvelle génération, c'est le calibre. Les ingénieurs italiens abandonnent le 6,5 mm au profit d'une nouvelle cartouche, le 7,35 x 51 mm. Cette balle plus lourde, plus large, devait offrir une meilleure puissance d'arrêt et des performances balistiques supérieures à moyenne distance, là où se déroule la majorité des combats d'infanterie. Sur le papier, c'est un progrès indéniable. Sur le terrain, ce sera une catastrophe d'une ampleur que personne n'avait anticipée. Le modèle 38 reçoit également un autre changement notable, le remplacement des hausses réglables complexes par une hausse fixe, calibrée pour une distance de 300 mètres. Les concepteurs ont tiré une leçon pragmatique de la Première Guerre mondiale. Les soldats n'utilisent presque jamais les réglages fins de leur hausse au combat. Un fantassin en situation de stress ne prend pas le temps de calculer la distance exacte de sa cible et d'ajuster son arme en conséquence. Une hausse fixe, robuste, impossible à dérégler lors des manipulations brutales du terrain, est infiniment plus utile qu'un mécanisme sophistiqué que personne n'utilise correctement sous le feu ennemi. Cette décision, pragmatique et sensée, sera pourtant critiquée par des officiers qui y voient une régression technique. La production du modèle 38 démarre en 1938 dans plusieurs arsenaux italiens, dont celui de Terni, et les premières livraisons à l'armée commencent. Mais dès 1939, une réalité logistique brutale commence à s'imposer. L'armée italienne est en train de faire coexister deux calibres incompatibles au sein des mêmes unités. Les anciennes troupes sont équipées du modèle 91, en 6,5 mm. Les nouvelles recrues reçoivent le modèle 38, en 7,35 mm. Les deux cartouches ont des dimensions suffisamment proches pour qu'un soldat inattentif puisse tenter d'introduire les mauvaises munitions dans son arme, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Dans le brouillard d'une guerre, quand les convois de ravitaillement se mélangent et que les munitions arrivent en vrac, cette confusion devient un danger permanent. L'état-major italien prend alors une décision aussi logique que douloureuse: abandonner le 7,35 mm et revenir au 6,5 mm pour l'ensemble de la production. En 1940, alors que l'Italie s'apprête à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, les chaînes de production sont reconverties. Le modèle 38 continue d'être fabriqué,
mais chambré dans l'ancien calibre 6,5 x 52. Des années de développement, des milliers de fusils déjà produits en 7,35 et un programme de modernisation entier sont sacrifiés sur l'autel de l'urgence militaire. Quant au stock de fusils en 7,35 déjà fabriqués, l'Italie en cède une grande partie à la Finlande, alors en guerre contre l'Union soviétique et prête à accepter n'importe quelle aide en armement. Ce retour forcé au 6,5 mm introduit un problème technique supplémentaire, celui-là invisible à l'œil nu, mais désastreux pour la précision. Le calibre nominal de 6,5 mm correspond en réalité à un diamètre de balle de 6,28 mm dans les spécifications italiennes d'origine, légèrement supérieur aux 6,24 mm standard utilisés par les autres nations pour ce calibre. Conséquence directe, les munitions produites en grande série, fabriquées aux dimensions standard internationales, ne correspondent pas parfaitement au canon des fusils italiens. La balle, trop petite pour le canon, ne prend pas correctement les rayures, ce qui dégrade sévèrement la précision. Ce défaut, combiné à la qualité de fabrication déclinante imposée par les cadences de guerre, va durablement ternir la réputation du Carcano, même si la faute incombe davantage aux munitions qu'à la conception du fusil lui-même. La deuxième partie vous a plu? La troisième partie sera consacrée au baptême du feu du modèle 38. Afrique du Nord, Balkans, front soviétique, et la réalité brutale d'une armée italienne sous-équipée qui se retrouve à combattre sur 3 fronts simultanément, avec des soldats qui abandonnent leur Carcano dès qu'ils peuvent mettre la main sur une arme ennemie. En juin 1940, l'Italie entre en guerre. Mussolini est convaincu que le conflit sera court et que l'Allemagne nazie emportera la décision en quelques mois. Ces soldats partent au combat avec le modèle 38 chambré en 6,5 mm, produit à la hâte dans des arsenaux qui tournent à plein régime, mais sans les matières premières nécessaires pour maintenir les standards de qualité d'avant-guerre. Dès les premières semaines de combat, la réalité du terrain va contredire brutalement les discours triomphants du Duce. Le premier théâtre d'opération majeur pour le modèle 38, c'est l'Afrique du Nord. Les troupes italiennes y affrontent les Britanniques dans le désert libyen et égyptien, dans des conditions radicalement différentes de celles pour lesquelles le fusil avait été conçu. Le sable fin s'infiltre dans les mécanismes, grippe les verrous, enraye les chargeurs en blocs hérités du système Mannlicher. Le soldat italien doit nettoyer son arme en permanence, dans une chaleur écrasante, avec des pièces de rechange rarissimes. Les rapports des officiers remontant vers Rome font état de pannes répétées et d'une fiabilité insuffisante dans ces conditions extrêmes. Mais ce qui préoccupe davantage les combattants, c'est la comparaison avec l'adversaire. Le soldat britannique porte le Lee Enfield, un fusil robuste, précis, doté d'un magasin de 10 cartouches contre 6 pour le Carcano. Dans les échanges de tirs du désert, cette différence de capacité de feu se fait cruellement sentir. Sur le front balkanique, où l'Italie attaque la Grèce en octobre 1940, la situation est encore plus humiliante. L'armée italienne, mal préparée et sous-équipée, se heurte à une résistance grecque acharnée dans les montagnes de l'Épire. Les soldats italiens progressent dans des conditions hivernales épouvantables, avec des uniformes inadaptés au froid, des lignes de ravitaillement défaillantes et des fusils dont les mécanismes se grippent par température négative. La campagne, censée durer quelques semaines, s'enlise pendant des mois. Ce sont finalement les troupes allemandes qui doivent intervenir en avril 1941 pour débloquer la situation et permettre la conquête de la Grèce. Pour l'armée italienne, c'est une humiliation supplémentaire qui s'ajoute aux revers africains. C'est cependant sur le front soviétique que les limites du modèle 38 apparaissent de la façon la plus dramatique. Le corps expéditionnaire italien en Russie, envoyé soutenir l'offensive allemande à partir de 1941, découvre un adversaire impitoyable dans un environnement qui dépasse tout ce que les soldats italiens avaient imaginé. Les hivers russes sont d'une violence que même les soldats aguerris des Alpes n'avaient pas anticipée. Les lubrifiants standards de l'armée italienne se solidifient à des températures de -20 ou -30 degrés. Les verrous des Carcano refusent de s'ouvrir après le tir. Des soldats italiens se retrouvent avec des fusils inutilisables face à des combattants soviétiques équipés de la mitraillette PPSH-41, capable de tirer 750 coups par minute. Face à cette puissance de feu, le tireur au coup par coup avec son Carcano est dans une position désespérée. C'est dans ce contexte que se développe un phénomène documenté par plusieurs témoignages de vétérans italiens.
l'abandon volontaire du Carcano au profit d'armes récupérées sur l'ennemi. Des soldats italiens troquent leur modèle 38 contre des fusils allemands Karabiner 98, voire contre des armes soviétiques capturées, jugées plus fiables dans les conditions extrêmes du front de l'Est. Ce n'est pas un phénomène marginal ou anecdotique, c'est un aveu collectif que le fusil réglementaire ne répond pas aux exigences du combat réel. Les officiers ferment souvent les yeux, conscients qu'un soldat bien armé avec une arme étrangère vaut mieux qu'un soldat paralysé avec son fusil réglementaire enrayé. La qualité de fabrication des Carcano produits pendant la guerre se dégrade d'année en année de façon visible. Les bois des crosses, qui devaient être sélectionnés parmi des essences de noyer soigneusement séchées, sont remplacés par des bois de qualité inférieure, mal séchés, qui se fendent ou se déforment à l'humidité. Les finitions métalliques deviennent approximatives, les tolérances d'usinage s'élargissent. Un fusil produit à Turin en 1943 n'a plus grand-chose en commun, en termes de qualité d'exécution, avec un modèle sorti du même arsenal en 1939. Cette dégradation progressive est commune à toutes les puissances belligérantes en fin de guerre, mais elle frappe particulièrement durement une armée italienne dont l'industrie de guerre n'a jamais atteint le niveau de ses alliés ou de ses adversaires. En septembre 1943, l'Italie signe l'armistice avec les Alliés. Du jour au lendemain, des centaines de milliers de soldats italiens se retrouvent sans ordre clair, désarmés ou fuyant dans toutes les directions. Les dépôts d'armes sont pillés, abandonnés, récupérés par les Allemands qui occupent immédiatement le nord et le centre de la péninsule, ou par les partisans italiens qui entrent en résistance. Des Carcano modèle 38 se retrouvent entre les mains de combattants des deux camps, utilisés dans une guerre civile qui va durer jusqu'en avril 1945. Le fusil que Mussolini avait voulu comme symbole de la puissance militaire italienne finit la guerre dans les mains de ceux qui combattent son régime. Cette partie vous a plu ? La 4e partie sera la plus célèbre. Dallas, 22 novembre 1963. Comment un Carcano modèle 38, acheté par correspondance pour 21 $, est devenu l'arme du crime du siècle. Et les questions balistiques qui agitent encore les experts aujourd'hui. Après la guerre, des centaines de milliers de Carcano inondent le marché des surplus militaires. L'armée italienne, reconstituée sous tutelle alliée, adopte le Lee Enfield britannique, puis plus tard le Garand américain. Le Carcano est officiellement déclaré obsolète, bon à vendre ou à fondre. Des importateurs américains rachètent des stocks entiers pour quelques centimes par pièce et les écoulent sur le marché civil américain, où les lois sur les armes à feu sont alors extrêmement permissives. Des milliers de Carcano modèle 38 traversent l'Atlantique, emballés en caisse, pour être vendus par correspondance dans des catalogues d'armes à feu qui expédient directement chez le client, sans vérification d'identité, sans casier judiciaire consulté, sans délai d'attente. C'est précisément par ce canal qu'un homme achète son Carcano au début de l'année 1963. Lee Harvey Oswald, ancien marine américain, ancien résident de l'Union soviétique, rentré aux États-Unis avec une épouse russe et des idées politiques radicales, commande un Carcano modèle 38 par correspondance auprès de Klein's Sporting Goods, un revendeur de Chicago qui importe ses fusils italiens en grande quantité. Le prix total, frais de port inclus, s'élève à 21 $45 cents. Oswald passe sa commande sous le pseudonyme Da Heidel, en utilisant une boîte postale à Dallas. Le fusil lui est livré quelques semaines plus tard, accompagné d'une lunette de visée japonaise de marque Ordnance Optics, modèle Covert, grossissement 4 fois, importé séparément par le même fournisseur californien qui avait vendu des milliers de ces lunettes bon marché avec les surplus italiens. Le fusil qu'Oswald reçoit est un Carcano modèle 38, numéro de série C2766, fabriqué à l'arsenal de Terny en 1940. Il le monte avec la lunette japonaise et s'entraîne au tir dans les semaines qui suivent. Des voisins et des connaissances témoigneront plus tard l'avoir vu manipuler et nettoyer son fusil à plusieurs reprises. En avril 1963, Oswald tente d'assassiner le général à la retraite Edwin Walker, figure de l'extrême droite américaine, en tirant depuis l'extérieur de sa maison à Dallas. La balle traverse la fenêtre et manque Walker de quelques centimètres, dévié selon toute vraisemblance par le bois de la fenêtre. Oswald s'enfuit, laissant derrière lui une arme non identifiée. Ce premier passage à l'acte reste sans suite judiciaire immédiate. Le 22 novembre 1963,
Le président Kennedy est en visite officielle à Dallas. Son cortège emprunte la rue Elm Street, qui passe devant le Texas School Book Depository, un entrepôt de manuels scolaires où Oswald travaille depuis octobre. Depuis le 6e étage du bâtiment, Oswald a installé son poste de tir derrière des cartons de livres, avec une ligne de visée directe sur la rue en contrebas. À 12h30, alors que la limousine présidentielle ralentit dans le virage de Dealey Plaza, les coups de feu retentissent. Kennedy est touché à la gorge, puis à la tête. Il décède quelques minutes plus tard à l'hôpital Parkland Memorial. Le gouverneur du Texas, John Connally, assis devant lui, est grièvement blessé. La commission Warren, mise en place par le président Johnson pour enquêter sur l'assassinat, conclut en 1964 qu'Oswald a agi seul et a tiré 3 coups de feu en moins de 9 secondes depuis le 6e étage. Cette conclusion va alimenter une controverse qui dure encore aujourd'hui. Le nœud du débat tourne en grande partie autour du Carcano lui-même. Était-il physiquement possible pour un tireur de moyenne expérience de chambrer et tirer 3 coups avec ce fusil à verrou dans un délai aussi court, en maintenant une précision suffisante pour toucher une cible en mouvement à environ 70 mètres de distance? Des experts balistiques, mandatés par la commission Warren, ont testé des fusils identiques dans des conditions similaires. Leur conclusion indique que le délai minimum entre 2 coups avec le Carcano modèle 38 est d'environ 2 secondes et demie à 3 secondes pour un tireur entraîné, ce qui rend techniquement possible le scénario de 3 tirs en moins de 9 secondes. Les contre-expertises menées par le House Select Committee on Assassinations en 1979 concluent elles aussi à la faisabilité technique, tout en soulevant d'autres questions sur le nombre de tireurs impliqués, basées sur des enregistrements sonores de l'époque, dont l'interprétation reste contestée par les acousticiens. La lunette de visée japonaise installée sur le fusil d'Oswald pose un problème supplémentaire que les enquêteurs ont relevé immédiatement. Lorsque les agents du FBI ont testé la lunette après la capture du fusil, ils ont constaté qu'elle était désalignée et qu'il fallait la corriger avant de pouvoir tirer avec précision. Certains experts en ont conclu qu'Oswald ne pouvait pas avoir visé avec la lunette et qu'il a utilisé les hausses métalliques fixes du fusil. D'autres ont argué que la lunette, montée de façon imprécise, pouvait paradoxalement corriger la trajectoire pour une distance spécifique. La question reste ouverte, et c'est précisément cette accumulation de zones d'ombre qui a nourri pendant 60 ans toutes les théories alternatives sur les événements de Dallas. Oswald est arrêté dans un cinéma de Dallas moins de 2 heures après l'assassinat. Il nie toute implication. 2 jours plus tard, avant d'avoir pu être jugé, il est abattu en direct à la télévision par Jack Ruby, dans le sous-sol du commissariat de Dallas. Le Carcano numéro C2766 est saisi comme pièce à conviction et transféré aux Archives nationales américaines à Washington, où il se trouve encore aujourd'hui, conservé dans des conditions contrôlées, premier objet d'une scène de crime devenue l'une des plus analysées de l'histoire moderne. Cette 4e partie vous a plu ? La 5e et dernière partie sera consacrée à la postérité du Carcano, son dernier usage au combat dans le monde, le marché des collectionneurs et la fin inattendue de cette histoire commencée dans un arsenal de Turin en 1891. Le Carcano modèle 38 quitte les champs de bataille européens en 1945, mais son histoire militaire ne s'arrête pas là. Dans les décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale, des stocks considérables de ces fusils italiens continuent de circuler à travers le monde, portés par les flux du commerce des surplus et les conflits qui embrasent les régions décolonisées. En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, le Carcano réapparaît entre les mains de combattants qui n'ont jamais entendu parler de Mussolini ni des arsenaux de Terni. Pour eux, c'est simplement un fusil disponible, bon marché, qui fonctionne suffisamment bien pour servir dans des conflits où la logistique prime sur la sophistication technique. En Somalie, dans les années 60 et 70, des unités militaires régulières et des milices utilisent encore des Carcano récupérés des stocks de l'ancienne colonie italienne. L'Italie avait administré une partie de la Somalie jusqu'en 1960, et les arsenaux laissés sur place à l'indépendance comprenaient des quantités significatives de fusils modèle 38. Ces armes, déjà vieilles de 20 à 30 ans au moment de l'indépendance somalienne, continuent de servir, faute de mieux, dans une région où l'approvisionnement en armement moderne reste difficile et coûteux. C'est l'un des derniers usages documentés du Carcano dans un contexte militaire organisé.
Aux États-Unis, pendant ce temps, la destinée du Carcano prend une direction radicalement différente. Après l'assassinat de Kennedy en 1963, le Congrès américain vote le Gun Control Act de 1968, qui interdit notamment la vente d'armes à feu par correspondance sans vérification de l'identité de l'acheteur. C'est directement la faille légale qu'Oswald avait exploitée pour acquérir son fusil qui est ainsi comblée. Le Carcano devient, malgré lui, le symbole d'une époque révolue, où n'importe qui pouvait commander une arme de guerre par courrier postal, comme on commanderait une paire de chaussures. Des dizaines de milliers d'exemplaires sont déjà sur le territoire américain, entre les mains de collectionneurs, de tireurs sportifs et de simples curieux. Parmi les collectionneurs, le Carcano occupe une place particulière et paradoxale. C'est un fusil que peu de spécialistes considèrent comme techniquement remarquable. Comparé à un Mauser carabineur 98, dont la précision et la robustesse sont universellement reconnues, ou à un Lee Enfield, célébré pour sa cadence de tir exceptionnelle, le Carcano modèle 38 fait figure de parent pauvre. Sa réputation d'imprécision, liée au problème de diamètre de balle évoqué plus tôt, lui colle à la peau. Pourtant, sur le marché des collectionneurs américains, certains exemplaires atteignent des prix sans rapport avec leurs qualités intrinsèques, uniquement en raison de leur lien avec les événements de Dallas. Un Carcano modèle 38, produit à Terny en 1940, avec les caractéristiques identiques à celui d'Oswald, peut se négocier plusieurs milliers de dollars auprès d'acheteurs fascinés par cette connexion historique morbide. La provenance exacte et le certificat d'authenticité de la lunette japonaise d'époque font grimper les enchères encore plus haut. Le fusil saisi dans le Texas School Book Depository ce 22 novembre 1963 a lui-même une histoire administrative complexe. Transféré au FBI pour analyse balistique, testé, photographié sous toutes les coutures, il passe ensuite sous la garde de la commission Warren, puis est versé aux archives nationales américaines. Pendant des décennies, des demandes d'accès de journalistes, d'historiens et de chercheurs indépendants se heurtent aux procédures administratives. Le fusil numéro C 2766 n'est pas exposé au public. Il repose dans un espace de stockage sécurisé, emballé dans des matériaux de conservation, témoin silencieux d'une journée qui a changé le cours de l'histoire américaine. Des expertises complémentaires ont été menées à plusieurs reprises sur l'arme elle-même, notamment pour vérifier l'état du mécanisme et l'alignement de la lunette, sans jamais apporter de réponse définitive aux questions que des millions de personnes continuent de se poser. La lunette de visée, quant à elle, a sa propre trajectoire remarquable. L'importateur californien Crescent Firearms avait acheté un lot de plusieurs milliers de ces lunettes japonaises Ordnance Optics pour les vendre groupées avec les surplus Carcano. Toutes ces lunettes portent le même défaut de fabrication. Leur qualité optique est médiocre, leur étanchéité insuffisante et leur montage sur le fusil manque de précision. Des tireurs ayant testé des lunettes identiques à celles d'Oswald confirment qu'il est presque impossible de viser correctement à travers elles dans de bonnes conditions, et encore moins dans le stress d'un acte prémédité. Ce détail, loin d'être anecdotique, renforce l'hypothèse que les tirs de Dallas ont été effectués avec les hausses métalliques fixes du fusil plutôt qu'avec la lunette, ce qui modifie sensiblement l'évaluation de la difficulté technique de l'acte. Aujourd'hui, le nom de Salvatore Carcano n'est connu que des historiens de l'armement et des amateurs éclairés. Son fusil, conçu pour équiper une armée impériale qui n'a jamais vraiment existé, raté comme arme de guerre, abandonné par ses propres utilisateurs sur 3 continents, a pourtant traversé le XXe siècle pour s'inscrire dans la mémoire collective mondiale par le biais d'un événement que son concepteur n'aurait jamais pu imaginer. Un ingénieur piémontais du XIXe siècle, un président américain, une lunette japonaise bon marché et 21,45 $. C'est avec ces éléments disparates que le Carcano modèle 38 a écrit la page la plus sombre et la plus durable de son histoire. Je suis Théo Calibre, et si cette histoire vous a appris quelque chose sur l'arme la plus controversée du XXe siècle, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode.